Bonjour, cette vidéo pour expliquer le fonctionnement d'un moteur de temps et surtout l'importance de l'étanchéité du carter inférieur. Et donc déjà la première chose avec une maquette de moteur 4 temps, bon, je me suis encore éclaté avec mon imprimante 3D, j'adore faire des moteurs. Je me suis dit qu'on pouvait déjà décomposer les 4 temps qui font qu'un moteur explosion fonctionne. Donc les 4 temps qui ont été en 1850 à peu près expliqués par le français Baud de Rochas qui avait fait la théorie de ce moteur mais qui ne l'a jamais mise en pratique. C'est un Allemand Otto qui a fait le premier moteur qui fonctionnait normalement suivant le principe de Baud de Rochas. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe pour un moteur 4 temps pour qu'il fonctionne? Donc ici on dit qu'on a le carburateur qui fait un mélange air comburé, donc mélange comburé pardon, air essence. Donc en fait, la soupape d'admission va s'ouvrir, c'est-à-dire qu'elle libère un passage, et il y a les gaz frais donc qui rentrent dans le cylindre. Donc c'est le premier temps, parce que le piston descendant aspire le mélange, hein, un peu comme une seringue qui va aspirer lorsque le piston descend. Ensuite, on a un deuxième temps qui est le temps de compression, où on va comprimer les gaz. Les deux soupapes sont fermées. Une fois arrivé ici, la bougie qui est matérialisée ici va faire une étincelle avec son allumeur. Le piston va redescendre sous l'effet des gaz qui brûlent et donc qui augmentent en température et qui forcément s'étendent. Donc il y a une pression qui va s'établir ici, qui va faire descendre le piston. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le temps moteur, hein, c'est celui qui donne la puissance. Et ensuite, le piston remonte, la soupape d'échappement s'ouvre et les gaz sont expulsés par ici. Voilà, grosso modo, les 4 temps, c'est-à-dire aspiration ou admission, compression, temps moteur et ensuite échappement. Ces 4 temps sont la base des moteurs à combustion. Donc pour faire ça, le moteur 4 temps, lui, comme en 2 temps, a un vilebrequin, une bielle, un piston, bon, carter évidemment, une culasse, pardon, mais il a en plus des soupapes qui sont ici avec leurs petits ressorts, des culbuteurs, des tiges de culbuteurs sur ce type de moteur, un arbre à cam qui est ici en fait dans le trou, hein, qui lui va commander les soupapes, et un système de distribution. Notre moteur de temps, ici un OSSF, va devoir faire ces 4 actions, c'est-à-dire admission, compression, temps moteur et échappement, en un aller-retour de piston, c'est-à-dire 2 temps. Un aller, un retour. Et donc, nous voici avec un moteur de temps qui a eu une opération à cœur ouvert, on va dire. Hein. Ça permet de voir ce qui se passe à l'intérieur. Et donc par rapport à un moteur 4 temps, hein, ce qu'on a vu juste avant, c'est beaucoup plus simple. On a un vilebrequin, avec sur les moteurs de temps de modèle R2, une particularité, c'est que l'admission se fait à travers le vilebrequin, au centre là. Donc un vilebrequin, une bielle, et un piston, ce sont les seules pièces mobiles. Donc c'est un moteur qui est beaucoup plus simple de conception que les moteurs 4 temps. Donc il a quelques avantages, hein. Il est plus puissant à cylindre égal qu'un moteur 4 temps. Il consomme généralement un petit peu plus. Et il est un peu plus difficile à dépolluer. Mais son plus gros avantage, c'est vraiment la simplicité et sa puissance massique, qui en font un moteur bien adapté au modèle réduit d'avion, parce que il peut être léger, tout en étant puissant, et c'est ce qu'on recherche sur un modèle réduit. Donc comment fonctionne ce moteur? En fait, ça paraît relativement simple, il y a une explosion qui appuie
Donc, et le moteur avec son élan, comme sur le 4 temps d'ailleurs, hein, c'est-à-dire la masse mobile permet de remonter au moteur après. L'inertie hein, du vilebrequin permet de faire le temps suivant. Donc, il y a une explosion et voilà ce qui se passe. Ça remonte et ça marche. Il y a une explosion par tour. Mais bon, ça paraît simple. Mais comment arrive le mélange comburé dans ce moteur en fait? Alors le carburateur normalement est installé ici. Et on s'aperçoit que lorsqu'on fait le premier démarrage du moteur, lorsque le piston remonte ici, il y a une augmentation de volume. Et s'il y a une augmentation de volume, ça veut dire qu'il y a de l'air qui va vouloir rentrer. Donc cet air, il peut rentrer par la fenêtre ici. C'est le système d'admission rotative. Il sera bien sûr additionné d'essence pour faire un mélange explosif et aussi de carburant, d'huile, parce que c'est l'huile qui lubrifie le moteur en passant par en dessous là. Donc en montant, il y a ce mélange carburé ou comburé, on peut dire les deux, qui rentre ici. Donc c'était le premier démarrage, hein, on est bien d'accord. Donc hop, ouverture, le piston remonte. Et ensuite le piston redescend. Mais l'air est emprisonné ici. Alors qu'est-ce qui va se passer? On a une compression qui augmente dans le bas moteur. Et c'est là où ce moteur est vraiment malin et se passe de soupape, c'est qu'à un moment donné, on va le voir ici, le piston va découvrir des lumières, ce sont les lumières d'admission, et en découvrant ces lumières, le mélange comburé qui est en bas, qui a été comprimé, va passer par un transfert, le transfert c'est le bossage qui est ici, et va arriver dans la chambre de combustion pour l'envahir complètement, quoi, hein, la remplir complètement. Donc ça, c'est le principe d'admission du moteur de temps. Donc il y a une pré-compression dans le carter. Et bien sûr, on était toujours sur le premier démarrage du moteur, il n'y a pas eu d'explosion pour l'instant. Et donc ensuite, au deuxième coup, le mélange comburé qui est en haut va être comprimé, va s'enflammer, et le piston va être repoussé violemment vers le bas. Lorsqu'il arrive ici, la lumière d'échappement s'ouvre, donc l'échappement, dans le même temps, on a un échappement qui se passe ici. Les gaz brûlés s'en vont par l'échappement. Et ensuite, on va le voir ici, la lumière d'admission s'ouvre et va aider à chasser les gaz d'échappement. Ça veut dire que l'admission et l'échappement se font en fait sur le même temps, grosso modo. Voilà en gros le fonctionnement du moteur de temps. Et il ne vous aura pas échappé que pendant qu'il fait des choses là-haut, il se passe des choses en bas, c'est-à-dire que là, pendant que le piston redescend, il est déjà en train de comprimer les gaz qui avaient été bien sûr préalablement aspirés. Et là, quand il refait sa phase de compression ici, il est en train d'aspirer à nouveau des gaz. Donc en fait, ce moteur combine toutes les phases en deux temps, un aller et un retour. Hein. Donc si on regarde bien ici, on a une phase avec le temps moteur qui va combiner l'aspiration, mais aussi on a une précompression pour comprimer les gaz. Et quand il remonte, on a l'aspiration des gaz frais et la compression. C'est assez malin comme moteur, c'est assez génial. Et de manière très simple, il va faire tous les temps du 4 temps en fait. Alors bien sûr, ça demande quelque chose qui est très important sur un moteur de temps, c'est d'avoir une excellente étanchéité du bas moteur. En effet, le carburateur, alors je crois que j'ai un carburateur, enfin bon, peu importe. Non, j'ai perdu mon carburateur. Ah non, le voilà. Le carburateur qui est ici, lui, va faire un mélange comburé. Donc, pour des moteurs méthanol, le ratio pour avoir une bonne combustion est de 6,5 grammes d'air pour 1 gramme de carburant.
C'est-à-dire qu'en fait, on a des moteurs qui fonctionnent principalement à l'air, en vrai. Hein. Vu que 1 gramme d'air, ça pèse rien, 1 gramme de carburant, ça pèse un peu quand même. Donc, il va mettre un petit peu de carburant, donc avec un ratio de 6,5 grammes d'air pour 1 gramme de carburant. Au niveau du méthanol, les moteurs essence, eux, ont un ratio d'air plus important, ils sont à 14,7 grammes d'air pour 1 gramme de carburant. Ça explique la moindre consommation des moteurs essence par rapport au moteur méthanol. Et aussi, en même temps, la plus forte puissance des moteurs méthanol qui ingurgite en fait plus de carburant pour une explosion et donc développe plus d'énergie, plus de joules, parce que plus il y a de carburant, plus il y a d'énergie à l'intérieur. Donc ce moteur a besoin de ce fameux ratio pour fonctionner correctement. Si jamais on a un défaut d'étanchéité au roulement, vous voyez, le roulement en fait il est fait comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est découverte, qui normalement est ici, et qui sera lubrifiée par l'huile qui est contenue dans le carburant, et une partie ici, qui normalement doit être étanche à l'air. Si jamais on a de l'air qui est admis pendant la période d'admission par ici, ça veut dire qu'une partie de toute l'air ne va pas passer par le carburateur. Donc on va fausser le ratio. Ça explique pourquoi un moteur de temps avec une mauvaise étanchéité au niveau du carter fonctionnera pas très bien. Et il y a une deuxième chose qui va se produire, c'est qu'au moment de la précompression, ici, avant d'envoyer les gaz par les lumières d'admission, le flux sera beaucoup moins puissant, donc on risque d'avoir des gaz imbrûlés qui restent dans le moteur, et ça le fait chauffer. Hein, bien sûr, c'est une partie des gaz sont repartis par là. Donc, en gros, un moteur qui a une mauvaise étanchéité au niveau du bas moteur, alors ça pourrait être parce que le carter est fendu suite à un choc, qu'il est mal vissé au niveau du bouchon, qu'il ait une mauvaise étanchéité s'il y a une piston, ou alors, bien sûr, qu'il y ait une fuite au roulement, c'est le plus courant. Un moteur qui va souffrir de ce problème va avoir un ralenti assez instable. Lorsqu'on va vouloir pomper pour admettre le carburant au niveau du démarrage, il aura du mal à tirer le carburant d'ailleurs. C'est un moteur donc qui va avoir un ralenti relativement pas très stable en tout cas, qui va chauffer, qui va faire des calages plein gaz, qui peut griller des bougies en vol sans raison, ou même qui peut serrer. Et surtout qui va être très compliqué à régler au niveau du pointeau, quoi. On va avoir vraiment du mal à trouver la pointe. Donc si vous avez un moteur qui a tous ces symptômes-là, un ou plusieurs, ça vaut le coup de vérifier l'étanchéité du roulement. Alors pour vérifier l'étanchéité du roulement, la première chose qu'on peut faire, c'est bien sûr, là j'ai enlevé, c'est le 46FX là qui a un problème d'étanchéité notamment, c'est d'enlever donc le plateau et de vérifier si on n'a pas de gras. Sur celui-ci, il y a un peu de gras, bon ça fait un moment qu'il est ouvert, donc le gras s'est un peu évaporé, mais il y a du gras. J'ai un autre moteur MDS qui a le même problème. C'est une des manières de vérifier si on a un problème de fuite. Sinon, je vous mettrai un petit bout de vidéo où je souffle dans le moteur pour vous faire voir comment on peut détecter aussi la fuite au niveau du roulement avant. Il y a une méthode pour voir si ça fuit au niveau du roulement. Donc là, voici un superbe 46AX, qui est un super moteur d'ailleurs, qui marche vraiment bien. Alors celui-ci, je sais qu'il tourne très très bien. Donc si je mets ici un tube, qui fera un peu étanchéité, un tube en silicone, et que je souffle, ou que j'aspire, le palier paraît étanche ici, le roulement est étanche. Je le sais parce que de toute façon ce moteur, je sais qu'il tourne bien. En revanche, si je prends mon fameux 46FX, que je fais la même chose, alors ça m'étonnerait qu'on l'entende, parce que c'est vraiment ténu, il faut vraiment... Mais si je souffle ou que j'aspire, on entend distinctement par le carburateur un bruit de fuite.
Si on veut aller un peu plus loin dans le fonctionnement du moteur d'ailleurs, j'en ai un autre, en fait. Décidément, je m'éclate avec l'imprimante 3D, j'ai une Bamboulab, elle est géniale. Donc ça, c'est l'agrandissement de ce petit moteur qui est en taille réelle, qui a été super bien fait. Ici, on voit, c'est un moteur qui n'a pas de... Alors, je ne sais pas si vous avez sans doute remarqué, sur ce moteur, on a ici un déflecteur pour éviter que les gaz d'admission partent directement à l'échappement. Là, ces moteurs, c'est un système un petit peu plus moderne. Ça s'appelle le système Schnurl. Je crois que ça se prononce comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a 3 transferts. Donc, en gros, on a l'échappement qui est ici. On a un premier transfert, on va le voir derrière ici. Un second qui est là, on le voit en coupe. Et normalement, il y a un troisième là. Ils sont comme ça, en fait. Donc, un de chaque côté, l'échappement étant comme ça. Un là et un qui serait ici, en fait. Donc, le principe sur ce moteur est le même. La chose qui a été bien faite sur ce moteur, que j'aime bien, c'est qu'en fait, normalement, on pourrait imaginer qu'à mi-course du piston, on ait la pleine ouverture de la fenêtre, parce qu'en fait, effectivement, lorsque le moteur tourne, on va devoir le fermer quand le piston est en haut, et l'ouvrir quand le piston est en bas, donc on devra avoir ici la pleine ouverture devrait être à peu près à la moitié de la course. Sur ce moteur, c'est légèrement décalé. Alors il faut savoir que la largeur d'ouverture et son décalage par rapport au maneton du Vilebrequin, ça s'appelle le timing, c'est ce qui va donner le caractère moteur en fait. Qu'il ait du couple ou qu'il soit plutôt puissant, qu'il prenne des tours ou des choses comme ça. Et alors en fait, c'est le même principe que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, au moment de l'aspiration, le moteur va commencer à aspirer. On va ouvrir la fenêtre ici. Le moteur aspire toujours. Elle reste d'ailleurs un petit peu encore ouverte pendant la redescente du piston. C'est parce qu'on tient compte de l'inertie des gaz. La fenêtre donc va être fermée et là on va avoir la précompression avec les gaz comprimés qui vont passer par ce transfert et qui vont déboucher, voilà, après l'ouverture de l'échappement, ici, là et ici. Là. Donc ça c'est le principe des moteurs à 3 transferts. Et le fait de ce décalage au niveau de l'admission, c'est ce qui va faire que votre moteur va avoir tendance à tourner dans ce sens. Parce qu'en fait, si on le fait tourner à l'envers, on s'aperçoit que pendant la période de compression, la fenêtre reste ouverte un sacré moment, en fait, vu qu'il y a ce décalage. Donc le moteur va pouvoir tourner à l'envers, mais pas très vite, et il va cracher par le carburateur. Je suis sûr que si vous avez déjà utilisé des moteurs de temps, des fois ça débarre à l'envers, vous voyez qu'il crache au carbu. C'est tout simplement pour cette raison. Donc en fait, ce qui donne le sens de rotation du moteur, c'est vraiment le calage de la fenêtre par rapport au bas de ton. Voilà. Les moteurs qui, eux, admettent, avec un système de clapet, les moteurs Cox, c'est en fait à la dépression, il y a un petit clapet qui s'ouvre et dès que la pression remonte dans le carter, ça se referme. Ces moteurs à clapet, d'ailleurs c'est vrai sur les cyclomoteurs aussi, peuvent tourner dans les deux sens en fait, ça pose aucun problème. Mais par contre, un moteur comme ça, avec une admission rotative, tournera bien que dans un seul sens. Alors on dit ah oui, mais un moteur de mobilette, il démarre pas à l'envers. Oui, parce qu'on a un allumage commandé qui allume au bon moment. Mais nous, sur des moteurs Glow avec une bougie luisante en fait, le Glow Plug c'est la bougie luisante qui est grosso modo toujours allumée, l'allumage, ça ne le gênerait pas de tourner à l'envers, quoi. Il allumerait quand même le moteur pour qu'il tourne à l'envers. Donc voilà en gros le fonctionnement du moteur de temps et la raison pour laquelle l'étanchéité du bas moteur est importante et ça explique pourquoi je vais changer des roulements qui semblent bien, qui ne font pas de bruit. Voilà, j'espère qu'avec cette petite explication vous aurez compris le fonctionnement du moteur de temps.